Bleu supplémentaire. C'est un communiqué conjoint qui véhicule le message. Mère Teresa a été dimanche canonisée par le pape François. Environ 120 000 fidèles étaient à la cérémonie. Au moins 35 personnes tuées en Afghanistan dimanche. C'était lors d'une collision entre camions et autocars. Nouvelle édition du journal sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Le gouvernement sud-soudanais a donné son accord dimanche au déploiement de casques bleus supplémentaires sur son territoire. Ceci ouvre la voie au déploiement de la force régionale. Cette décision résulte d'un entretien crucial dimanche entre les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU et le président sud-soudanais Salva Kiir à Juba. Composée de troupes africaines, cette force sera dotée d'un mandat plus robuste que celui de la mission actuelle de l'ONU dans le pays, composé de 13 000 hommes critiqués pour son incapacité à protéger les civils. Personnes disparues, médias indépendants saccagés et Internet suspendu. Tels sont les nouveaux développements du feuilleton des violences post-électorales au Gabon. Les affrontements se poursuivent dans le pays. Des violences ont encore fait au moins 2 morts, dont un civil et un policier. Les détails. Proche sans nouvelles d'un parent, Internet suspendu et médias indépendants détruits. La situation empire au Gabon. Les locaux de 2 télévisions privées, Radio-Télévision Nazaré et Télé Plus, ont été attaqués ce dimanche par les forces de l'ordre cagoulées et fortement armées. Selon son PDG, les attaques contre la RTN ont commencé dès le 28 août, quand le média diffusait les tendances de l'élection de la veille, bureau de vote par bureau de vote, avec un avantage à Jean Pine. Ils s'apprennent à notre chaîne, à moi et à notre chaîne, parce que nous vulgarisons la vérité. Nous diffusons la vérité. Parce que nous pensons que ceux qui nous attaquent n'ont pas voulu que le véritable résultat soit rendu public. Déjà 7 morts enregistrés dans les violences. 5 civils ont été tués à Libreville, 1 à Port-Gentil et 1 policier à Oyem. Le policier avait été blessé par des tirs à la tête dont les auteurs ont été arrêtés alors qu'ils essayaient de quitter le Gabon. La tension était également forte à Port-Gentil où un jeune homme a été tué par balle devant sa maison par des membres des patrouilles nocturnes. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. L'archevêque de Libreville, quant à lui, a appelé samedi le gouvernement et l'opposition à se ressaisir pour une sortie de crise imminente. Au Mali, le nouveau projet de loi électorale en cours d'examen depuis le 30 août dernier à l'Assemblée nationale est fortement critiqué par la classe politique. Ce projet de loi qui va remplacer la loi électorale de 2010 et prendre en compte la nouvelle architecture politique et institutionnelle du pays est selon l'opposition antidémocratique. Plus de détails avec notre correspondante au Mali, Alima Bentouré. C'est le Conseil des ministres du 15 juin dernier qui a adopté le projet de loi modifiant la loi électorale adoptée en 2006 qui ne prenait pas en charge les orientations de l'accord de paix et la réconciliation dans ses aspects politiques et institutionnels. Ce nouveau projet de loi est aujourd'hui sujet à de vives contestations de la part de nombreux responsables politiques du pays. Ce projet de loi est porteur de germes préjudiciables à la démocratie de notre pays. S'il est voté en l'état, ces méfaits exposeraient le pays à bien des certitudes. Le nouveau projet de loi prévoit de faire passer la caution pour l'élection présidentielle de 10 millions à 35 millions de francs CFA. De plus, le nouveau texte exige le parrainage de chaque candidat à cette élection par 15 députés ainsi que 5 conseillers nationaux. Un parrainage que l'opposition juge anticonstitutionnel. L'ensemble des partis politiques de l'opposition adoptent donc cette position commune et demandent le retrait pur et simple du projet de loi. Chose qui augure des débats houleux à l'Assemblée nationale du Mali où le texte est en cours d'examen depuis mardi dernier.
Les Sénégalais ont voté dimanche pour élire les hauts conseillers des collectivités territoriales. Environ 27 000 électeurs, composés seulement des grands électeurs, ont donc préparé ce scrutin à un tour pour élire 80 membres de cette nouvelle institution. 78 bureaux de vote étaient ouverts sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, le Haut Conseil des collectivités territoriales sera une assemblée consultative qui doit venir compléter l'architecture de gouvernance territoriale au Sénégal par la création d'une institution, siège de la démocratie participative. Suivez à présent quelques Sénégalais après le vote. Nous avons voté et le sentiment que nous avons, c'est que le Sénégal est une très grande démocratie. Les élections à scrutin direct se passent de la manière la plus transparente, la plus normale, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives et les élections municipales. Nous venons là d'expérimenter un autre type d'élection où ce sont les conseillers municipaux qui votent et cela se passe dans le calme avec une très grande responsabilité des uns et des autres. C'est une institution qui va garantir le dialogue des territoires. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le parachèvement de l'acte 3 de la décentralisation et nous sommes conscients qu'avec cette institution, qui sera une institution dédiée au dialogue des territoires. Et nous pensons que justement, les maires pourront y apporter leurs différents problèmes et différentes solutions pourront jaillir de cette institution afin que justement tous leurs problèmes soient jugulés. Bon, pour l'instant, on voit que ça se passe normalement et sans problème. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, naturellement adjointe au maire de la ville de Dakar. Je suis de la coalition Ànd Taxawu Dakar. Je vois que les choses se passent pour l'instant. Voilà, en Libye, nouvelle offensive contre le dernier bastion du groupe État islamique à Sirte. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont lancé donc l'opération dans ce principal fief des djihadistes dans le nord du pays. Les combats de samedi à Sirte en Libye ont fait au moins un mort dans les rangs des forces du gouvernement libyen d'Union nationale. Les forces loyalistes ont annoncé samedi qu'alors qu'elles ratissaient le quartier numéro 1 qu'elles ont libéré totalement lundi dernier, avoir découvert 10 corps de djihadistes dans une école. Comme vous pouvez le constater, les forces du gouvernement libyen d'Union nationale avancent dans la ville. Les combats ont fait des blessés et nous avons rencontré des voitures piégées. Les combats se poursuivent dans les parages de l'agence de Sirte, de la Banque centrale libyenne et nos forces font de réels progrès. Dieu merci. Toute la ville de Sirte sera sous notre contrôle dans les prochaines heures avec l'aide de Dieu. Dieu est le plus grand. La reprise totale de Sirte par les forces pro-Nia serait un grand revers pour le groupe djihadiste. Ce dernier étant déjà en grande difficulté dans les territoires qu'il contrôle en Syrie et en Irak. Les forces du Nia avaient annoncé dimanche dernier le début de l'ultime bataille pour reconquérir la totalité de Sirte. 120 000 fidèles ont afflué à Rome pour la canonisation de Mère Teresa. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une douzaine de chefs d'État, un temps fort du jubilé de la miséricorde voulu par le pape argentin. En 2003, devant quelques 300 000 fidèles à Rome, elle avait été béatifiée par le pape Jean-Paul II. Mère Teresa est reconnue comme une infatigable bienfaitrice de l'humanité. Son dossier de canonisation a abouti sous le pape François, qui voit en elle une incarnation de son idéal d'une église pauvre pour les pauvres. Quelques 100 000 personnes ont reçu un sésame pour vivre cet événement sur la place Saint-Pierre. L'émotion était grande. Et c'est cette petite dame, toute petite, qui ne regarde même pas dans les yeux, mais qui a une force énorme. Et cette force, c'est de propulser les autres à aimer, s'aimer. Et comme tout petit, à l'âge de 13 ans, j'ai appris que Mère Teresa m'appelait pour suivre ce Christ comme un prêtre. Je me sens tellement heureuse et fière parce que Dieu m'a donné une chance de participer à cette messe. C'est la sainte des pauvres, simple. Elle allait dans la rue comme n'importe quelle personne sans que cela soit un problème. Alors le pape veut que l'on continue à l'appeler Teresa des pauvres.
Mère Teresa de Calcutta, qui a dédié sa vie aux plus déshérités, est donc déclarée sainte à partir de ce dimanche par le pape François au commencement d'une messe de canonisation. Mère Teresa, née en 1910 dans une famille albanaise, est décédée le 5 septembre 1997 dans la maison mère de sa congrégation à Calcutta. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. En 1950, elle avait fondé en Inde les missionnaires de la charité qui comptent aujourd'hui 5000 religieuses consacrant leur vie aux plus pauvres et vivant dans une grande austérité. Ouverture dimanche en Chine du sommet du G20. Les dirigeants des plus grandes puissances mondiales y sont présents pour s'efforcer de relancer une économie mondiale et des échanges commerciaux en berne. Pour Xi Jinping, le chef de l'État chinois, il vaudrait mieux éviter les discussions creuses. Une rencontre de grands défis pour le G20. Les pays le composant, pour en arriver à des conclusions d'envergure, tenteront de dépasser leurs divergences. Chose qui s'avère difficile selon les analystes. Ils représentent environ 85% de la richesse mondiale et 2/3 de la population du globe. Le président chinois a encouragé les participants à parvenir à des mesures concrètes. Nous devrions continuer à renforcer et construire le cadre du G20, continuer à approfondir notre coopération et écouter les conseils du monde entier, particulièrement des pays en voie de développement. Cela rendra le travail du G20 plus complet et facilitera les demandes de la part de personnes ou d'autres pays. Nous espérons que ce sommet aboutira sur une ordonnance pour l'économie mondiale et nous remettra sur le chemin d'une croissance forte, équilibrée, globale et soutenable. La rencontre se déroule jusqu'à lundi. La Chine espère une rencontre couronnée de succès pour s'afficher comme une nation puissante correspondant à son statut de deuxième économie mondiale. Pendant ce temps, plusieurs milliers de membres de la communauté chinoise étaient réunis ce dimanche à Paris pour réclamer la sécurité pour tous et dénoncer le racisme anti-asiatique. Une manifestation qui intervient après l'agression mortelle d'un des leurs, un père de famille de 49 ans en banlieue parisienne. 35 personnes au moins ont été tuées dimanche en Afghanistan et 20 autres blessées. C'était dans la collision d'un autocar et d'un camion-citerne dans le sud du pays. La collision a provoqué un incendie et nombre de victimes, y compris des femmes et des enfants, ont été brûlés. Dans la zone théâtre de l'accident, les chauffeurs y conduisent à toute vitesse pour éviter tout contact avec les talibans. Les routes afghanes sont en outre très dangereuses du fait de leur état de dégradation et le code de la route n'est guère respecté dans le pays. L'Afghanistan subit des assauts réguliers et meurtriers des talibans et d'autres groupes insurgés depuis le retrait de la majorité des forces internationales fin 2014. Et c'est sur ces images que nous allons mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.